Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons l'eau, celle qui, magique, coule de nos robinets et qui constitue notre bien commun, où nous verrons que quelques multinationales, en réalité elles ne sont que trois, qui plus est françaises, qui se partagent le marché mondial de l'eau qu'elles tentent, par tous les moyens, de privatiser. Une démarche similaire à celle d'autres firmes planétaires à l'égard des semences paysannes. Pour ces sociétés, il ne s'agit ni plus ni moins de nous priver de notre citoyenneté de l'eau. Dans ce bain d'indifférence générale s'élèvent pourtant des voix, citoyennes justement, qui alertent l'opinion sur la dépossession de notre bien commun et mettent en place des stratégies de reconquête. François Gueux, bonjour. Bonjour. Nous nous retrouvons ici à Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle, à l'occasion d'une projection débat de votre film documentaire Vagues citoyennes, organisé par l'association Mousson Citoyenne et le mouvement Utopia. Un titre à double entrée. Effectivement, c'est un film qui parle de l'eau, d'où la vague, mais plus particulièrement de la citoyenneté, du contre-pouvoir citoyen pour reconnaître l'eau comme un bien commun et non pas comme une marchandise. Alors vous avez suivi pendant 6 ans des associations, des intervenants, des citoyens s'opposant au renouvellement d'un énorme marché, le plus grand marché de l'eau au monde, à Paris. En région parisienne, c'est le CEDIF, le syndicat des eaux d'Île-de-France. Et effectivement, c'est un marché absolument colossal, marché public qui est délégué à des sociétés privées comme Veolia. En France comme ailleurs, on vit sous une dictature mondiale qui est la dictature économique, la dictature de l'argent. Je ne vise personne, je ne vise aucune entreprise. Souvent, on me dit, mais vous travaillez contre la France parce que les grandes multinationales de l'eau sont françaises et vous empêchez des marchés. Non, je n'ai rien contre elles. Si ce sont des entreprises et qu'elles restent des prestataires de services, c'est-à-dire elles rendent le service, elles sont payées pour leur service, mais elles ne gèrent pas l'eau. Or, actuellement, c'est elles qui décident. Quand on voit une entreprise faire fermer les fontaines publiques parce que c'est une concurrence déloyale, c'est honteux. Et nous, on ne peut pas supporter ça. C'est un problème de morale, d'éthique. L'eau, c'est la vie, on respecte la vie. On ne se l'attribue pas pour en faire un profit. On reconnaît ici la voix de l'ex-première dame, Danielle Mitterrand. Le ton du film est immédiatement donné, François Gueux. Effectivement, Danielle Mitterrand était une des icônes qui a fait énormément en France et dans le monde aussi pour reconnaître l'eau comme un bien commun. L'ONU a reconnu d'ailleurs que l'eau faisait partie des biens communs parce que l'eau c'est un élément qui est absolument merveilleux, incroyable, qui est essentiel et fondamental à la vie. Et toutes les générations jusqu'à présent ont toujours eu comme principale préoccupation de préserver cette ressource fondamentale à la vie. Et donc que ce bien se retrouve dans les mains de quelques sociétés privées, quand même assez nouveau et c'est une aberration. Et la gestion organisée par ces sociétés privées est assez discutable. Alors, la gestion de l'eau en France est assurée depuis maintenant près d'un siècle par des multinationales. Elles ne l'étaient pas bien sûr au départ, elles le sont devenues. On pense bien sûr à Veolia, Suez, Açor. Et c'est une spécificité, François Gueux, très française. Effectivement, les multinationales de l'eau sont françaises depuis plus d'un siècle.
se sont exportés à l'international dans beaucoup de capitales mondiales. Il y a un retour de bâton car ils perdent de plus en plus de marchés en France comme à l'étranger, car les politiques qu'ils appliquent sont souvent insoutenables, augmentation du tarif de l'eau, une eau qui n'est pas forcément de qualité. Donc effectivement, ça pose question sur ce que font réellement ces entreprises. Et puis, il est difficile pour des entreprises de nous faire croire qu'elles sont là pour faire respecter l'intérêt général, alors qu'on voit très bien que c'est des entreprises qui pourraient vendre n'importe quel autre produit et qui sont là pour faire des profits. Est-ce que, François Guieux, le citoyen, le consommateur lambda, nous sommes tous bien sûr consommateurs d'eau. Usagers. Usagers, bien sûr. Usagers d'eau. Tant qu'on ouvre le robinet et que l'eau coule, tout va bien. Est-ce que vous avez le sentiment, et j'imagine aussi que c'est un peu le sens de votre film Vague citoyenne, est-ce que vous avez le sentiment que les usagers, précisément, connaissent le cheminement de l'eau depuis la source, depuis la captation, quelle qu'elle soit, jusqu'au robinet? C'était le but du film qui avait un double objectif. C'était à la fois de sensibiliser le grand public aux problématiques de l'eau, et puis aussi de montrer qu'effectivement, il est possible de faire énormément de choses en n'étant pas forcément nombreux, en n'ayant pas forcément de moyens, mais juste de l'intention et de la bonne volonté. Et que le contre-pouvoir citoyen dont on parle de plus en plus devient effectif et efficace. On le voit notamment dernièrement pour les semences anciennes et tous ces formidables élans à travers les réseaux sociaux. Je crois que c'est nécessaire d'avoir un contre-pouvoir citoyen qui je crois, devient un des rares contre-pouvoirs existants encore aujourd'hui. Alors, vous évoquez à l'instant, François Guieux, la problématique des semences. Là aussi, peut-être que les gens ne le savent pas suffisamment. De plus en plus, on peut d'ailleurs faire un parallèle très net entre la production et la commercialisation de l'eau et les semenciers qui s'accaparent finalement les semences à travers toute une procédure de brevetage, de labellisation, etc., ce qui empêche le paysan, tout simplement, comme le faisait mon grand-père, de ressemer une partie de sa récolte. On n'est pas loin du processus similaire. Il y a une mainmise du privé sur le vivant, sur ce qui est essentiel à la vie. En matière d'eau, on parle de clientèle captive parce qu'on ne peut pas faire autrement que de boire de l'eau. En 2 jours, on meurt. On peut rester sans manger plusieurs journées, mais ne pas boire. Notre corps est composé à 70% d'eau, donc on a un besoin essentiel d'eau à la vie. Et puis, pour plein de choses, moi j'ai été étonné, en fait, effectivement je me rendais compte que l'eau est un sujet bien vaste, mais même pour produire 1 kilo d'acier, il faut 6000 litres d'eau, même pour l'industrie. Et aujourd'hui, même les industriels commencent à se poser la question de savoir comment ils vont faire pour avoir un bon acier avec de l'eau de mauvaise qualité. Donc l'eau est vraiment partout, est un lien entre générations, entre les peuples, entre cultures, entre les individus. Et c'est une question fondamentale et essentielle. Oui. Et ce que vous dénoncez dans votre film La Vague citoyenne, François Guieux, c'est précisément cet accaparement. D'ailleurs, à un moment donné, dans le film, vous évoquez aussi l'idée qu'on peut supprimer, par exemple, une fontaine publique parce que c'est une concurrence finalement quasi déloyale à ces grandes entreprises. Veolia, marchando, Veolia, marchando, Veolia, marchando, Veolia, marchando, Veolia, marchando, Veolia, marchando, Veolia, marchando. Que les Français sachent que les groupes français font de l'argent à l'international sur les dos des Français, mais aussi sur les dos des populations pauvres qui ont du mal à payer les tarifs imposés par les groupes privés dans le Sud, qui ont du mal à
comprendre que l'eau devienne une marchandise, qu'ils ne peuvent pas accepter que l'élément vital de la vie soit transformé dans une marchandise. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Vous auriez pu, François Guieux, choisir de nombreux autres extraits issus ou extraits de votre film La vague citoyenne, ce film que vous avez réalisé en 2016. Pourquoi celui-là en particulier ? Parce que ça montre que les enjeux sont internationaux. De voir qu'il y a des militants qui viennent des États-Unis, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, d'Italie, où il y a eu d'ailleurs une très très grosse campagne en Italie et un référendum qui a donné raison à la régie publique à 97%. Donc c'est des enjeux mondiaux pour les générations futures. Et on s'aperçoit de la puissance de ces multinationales qui sont à peu près partout dans le monde et qui imposent des choses absolument catastrophiques. En Bolivie, par exemple, en 2000, il y a eu une révolte énorme en Bolivie parce que le gouvernement bolivien avait signé des accords avec une multinationale de l'eau et toute l'eau sur le territoire appartenait à cette multinationale, qui avait poussé le cynisme à un degré absolu d'interdire de récupérer de l'eau de pluie. Donc on voit qu'il n'y a absolument plus de limites et qu'il y a une espèce d'élite qui est devenue complètement obsédée par les profits et qui nous impose une vision et des souffrances derrière, parce que, par exemple, comme en parle le film, il y a le problème des coupures d'eau qui sont interdites. Ça, on y reviendra avec vous, François Guieux, et on reviendra également parce que sur certaines pratiques de ces multinationales, à plusieurs moments dans le film, on a l'impression de ne pas être dans un film documentaire, mais dans un film de réelle science-fiction. Votre film, François Guieux, pose aussi la question du droit à la désobéissance et finalement la question de la légitimité de la résistance. Quel est votre regard après 6 années de travail pour la réalisation de ce film, François Guieux ? La légitimité va de soi à partir du moment où ça pose problème, ça pose question. Il n'y a même pas de problème de légitimité. Et puis, sauf un problème de droit. On le voit à plusieurs moments dans le film. Bien sûr, les élus se revendiquent de la légitimité et du vote démocratique. Et les groupuscules, on va les parler comme ça, sans que ce soit péjoratif, agissant au nom d'une justice ou d'une justesse de leur propre analyse, finalement, viennent perturber des séances, avec beaucoup d'efficacité au reste, d'élus démocratiquement désignés par le peuple. Mais c'est sûr que, comme le dit au début du film Daniel Mitterrand, il y a une véritable crise démocratique dans nos sociétés modernes, où le citoyen, pour se faire entendre, est obligé d'adopter des modes d'action un peu radicaux pour juste pouvoir s'introduire dans le débat politique aujourd'hui, que ce soit en France ou dans bien d'autres pays. Je parlais de l'Italie tout à l'heure. Le référendum n'a pas vraiment changé la privatisation en cours qui se passe pour tous les services publics d'ailleurs. François Guieux, comment est-ce que ces multinationales, aujourd'hui, parviennent, alors on le verra là aussi à Paris, la ville de Paris a fait marche arrière. Pour autant, comment ces grandes multinationales, ces énormes multinationales, parviennent à phagocyter littéralement des communes ou des grandes villes dans le monde, et vous le supputez dans le film et vous ne le dites pas clairement, vous évoquez de la corruption. Pendant très longtemps, il y a eu effectivement de la corruption. Jean-Luc Touly, qui est dans le film, qui est un lanceur d'alerte, ancien salarié de Veolia, en parle très bien. Effectivement, après, il y a eu des lois qui ont limité la casse. Mais je crois aussi qu'il y a de la part de certains élus un manque d'intérêt, de conviction qui font qu'ils laissent aux entreprises de l'eau la main
Et c'est dommageable pour l'ensemble des usagers, malheureusement. L'un des intervenants dans le film, d'ailleurs, l'un des témoins dans le film, François Gueux, le dit clairement, les élus, en raison de la complexité même du processus, finalement, préfèrent se débarrasser de ce problème. Et on s'aperçoit que les grands groupes ont parfaitement compris le service qu'ils pouvaient rendre à ces élus, on va dire, pas forcément incompétents, mais en tout cas peut-être embêtés par la gestion de l'eau, quel que soit le prix, et finalement, petit à petit, comme ça, grignotent ces parts de marché et finalement s'accaparent la ressource eau. Ben oui, et c'est ce que dit aussi Daniel Mitterrand. Tant qu'ils restent prestataires de services, ça pose pas de problème, mais ils deviennent gestionnaires de l'eau. La mairie de Paris, Anne Lestrade, le raconte très bien dans son livre. Ils n'avaient plus du tout la main mise sur... ils ne savaient même plus ce qui s'y passait, n'avaient même plus de compte-rendu technique, financier. Et c'était un trou noir où on ne savait plus du tout et les élus n'avaient plus la main sur la gestion de l'eau. Donc c'est assez inquiétant, mais... il y a quand même un retour en arrière et de plus en plus de villes se tournent vers la régie publique. Parce que pendant ce temps-là, les secondes s'écoulent. Toutes les 8 secondes, un enfant crève au tiers-monde. Parce qu'il n'y a pas accès à l'eau et on dit que dans son pays chaud, c'est le soleil qui assèche les ruisseaux. Quand on sait qu'une toute petite fraction de tous ces budgets militaires à la con pourrait abreuver les humains, leur assurer un lendemain. Mais l'Occident s'en lave encore les mains. Alors que toutes les 8 secondes se génèrent des profits immondes chez les grandes multinationales qui croient que le droit fondamental d'accès à l'eau doit devenir commercial. Aujourd'hui la source est cotée en bourse et on se calisse bien de la ressource. On nous dit que c'est inépuisable, pas besoin de gestion viable, un signe de piastre au bout de l'eau potable. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est bien plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Hey! Toutes les 8 secondes, un nouveau cancer qui nous ronge. Eau qui devient marchandise, aqueduc qu'on privatise et gouvernement complice qui improvise. À Montréal, dans les souterrains, ils pompent l'eau qui nous appartient. Payent des pinottes pour le produit et comme ils ont le monopole, font plus de profit que les compagnies de pétrole. Toutes les 8 secondes, je ressens un peu plus de honte face à cette surexploitation et à cette triste destruction de la nature pour la consommation. On nous met devant les faits accomplis, ils jouent la terre au Monopoly. Quand ils se seront appropriés les nuages, les oiseaux, les glaciers, peut-être qu'ils en auront assez. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est bien plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Hey! Quand il ne restera que 8 secondes avant la fin de ce monde, on repensera au genre humain qui, à cause de l'appât du gain, aura amené la planète au bord du ravin. Quand il ne restera que 8 secondes. Encore plus de colère qui monte quand je vois mon grand pays d'eau être mis à sac par des salauds qui se foutent la vie assis dans leur tour à bureau. Dans ce Québec de forêt d'or bleu, ces richesses doivent devenir des enjeux. Portons les fesses des décideurs et devenons des précurseurs citoyens. L'avenir commence à cette heure.
Durablement Vôtre, Éric Mutschler. C'était le groupe Les Cowboys Fringants, un groupe québécois qu'on aime bien dans Durablement Vôtre, avec le titre 8 secondes, sorti en 2010, et on les apprécie particulièrement, pas seulement parce que ce groupe a créé en 2006 la fondation Cowboys Fringants qui lutte pour protéger des portions du territoire québécois. Ce titre, François Guilleux, figure dans votre film La Vague citoyenne. Oui, en générique de fin. Et il sert très bien le film parce qu'il résume assez bien tout le film. Et effectivement, il parle des modes d'action de ces multinationales qui fait que la situation devient injuste et cette injustice crée la colère. Et c'est ce que j'explique au tout début, pourquoi les sources de la colère, pourquoi ces gens sont en colère, parce que il n'y a pas de raison d'être contre les multinationales de l'eau. S'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait pas de colère. Donc s'il y a une colère, s'il n'y a pas de fumée sans feu... Alors vous parlez des pratiques, François Guilleux, et vous en évoquez notamment une dans le film, qui est cette pratique qui consiste de façon totalement illégale de pratiquer les coupures d'eau. Voilà. Et dans le film, on voit justement un petit peu l'historique de cette histoire, comment les militants de l'eau, la pression de la société publique a pu faire en sorte que cette loi Brottes de 2014, applicable en 2014, a pu exister et qui interdit les coupures d'eau. Et malgré ces interdictions-là, les multinationales de l'eau continuent à pratiquer les coupures d'eau, qui sont d'une violence terrible pour les gens qui se retrouvent sans eau du jour au lendemain. C'est absolument terrifiant et terrible. Et les associations qui sont dans le film aident aujourd'hui ces usagers coupés d'eau à aller devant les tribunaux. Les tribunaux donnent régulièrement raison et condamnent ces sociétés-là. Et pourtant, ça continue. Donc ça pose effectivement un problème de se dire que ces multinationales se considèrent au-dessus des lois. Tout le monde doit respecter la loi, mais eux considèrent qu'ils n'ont pas respecté la loi et qu'ils n'ont pas, selon eux, d'autres moyens pour récupérer leurs créances, alors que d'autres sociétés ont d'autres moyens pour récupérer les créances sans forcément vous assassiner. Alors il y a une autre pratique que vous signalez dans votre film, François Guilleux, La Vague citoyenne, qui consiste en fait à créer une démarche digne des services secrets, où en fait ces multinationales, pour pouvoir récupérer des marchés, en fait, trompent littéralement à la fois le public mais aussi les élus. Vous voulez parler de l'affaire Vea Solis, par exemple, qui a décrédibilisé à travers un faux blog alternatif et écologiste, décrédibilisé la parole de Gabriel Amar et de la mairie de Paris parce qu'ils avaient osé mettre en place des régies publiques. Et effectivement, là, on est dans le film de science-fiction, mais comme on est dans un film de science-fiction, quand vous voyez l'enquête sur la concurrence faussée entre les grandes multinationales de la pharmaceutique et le monde du business, oui, c'est de la science-fiction. Ouais. Mais ce que j'aimerais dire aussi, c'est que c'est pas un film catastrophiste. C'est un film plein d'espoir. Ces militants sont toujours pacifistes, non violents. D'ailleurs, ça pose question, vu ce qui s'est passé pendant la COP21, où il y a eu des arrestations de militants écologistes ou de militants politiques dernièrement pour la loi travail, où il y a une répression de cette parole qui dérange les multinationales, qui dérange une classe dirigeante, une élite, et qui veut absolument qu'on ne parle pas des vrais problèmes et qu'on ne parle pas des causes. À cet égard, François Guilleux, Jean-Luc Touly, l'un témoin de votre film, ancien salarié de Veolia, syndicaliste aujourd'hui, ou en tout cas au moment du film, conseiller régional Île-de-France, est lanceur d'alerte, mais on peut également considérer que tous ces acolytes, tous ces militants sont eux aussi des lanceurs d'alerte. Le groupe entier est lanceur d'alerte. Or,
là aussi, on s'aperçoit dans le film que la répression policière est pour le moins assez violente. La répression policière est assez violente. Moi, j'ai eu pendant le tournage le droit d'être porté par des CRS pour finir derrière un cordon avec les militants, avec interdiction de se mouvoir en dehors du cordon, des militants qui se sont retrouvés sur écoute, espionnés par les renseignements généraux, comme c'est relaté dans le film. Effectivement, et on se demande si l'argent du contribuable doit finir dans ces dépenses, qu'il y a peut-être des choses plus importantes à faire aujourd'hui. Oui, alors bonjour, mademoiselle Molinari, coordination Île-de-France. Je travaille en collaboration avec la Fondation France Liberté. Je me permets de vous appeler, messieurs, parce qu'une de vos clientes nous informe qu'il y a eu une coupure d'eau chez elle, à son domicile, pour impayé. D'accord. Or, il se trouve... Madame Molinari, coordination au Île-de-France et Fondation France Liberté. Ça concernait madame Sa référence client, s'il vous plaît. En fait, il y a eu une coupure d'eau chez eux aujourd'hui. Oui, je vois bien, oui. Ah, donc vous voyez qu'il y a eu une coupure d'eau. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Ok, donc je vous appelle tout d'abord pour vous informer que les coupures d'eau sont interdites en France. Donc ce que vous avez fait est illégal. L'activiste Stefania Molinari est en quelque sorte, François Gueux, la vedette, en tout cas le fil rouge de votre film La vague citoyenne, parce que, d'une certaine manière, elle incarne une nouvelle forme de résistance, une nouvelle forme de résistance citoyenne qui commence progressivement à s'organiser, je dirais presque à se professionnaliser. Ben effectivement, déjà, c'est une jeune activiste, parce qu'il y a aussi de plus en plus de jeunes dans les mouvements militants. Et effectivement, c'est ce qui m'intéressait moi en plus, c'est que Stefania Molinari, comme son nom l'indique, est italienne. Donc je trouvais ça intéressant qu'une Italienne vienne défendre l'eau du bien commun français. Et de plus en plus, effectivement, le mouvement est obligé de s'organiser parce que aujourd'hui, il faut savoir comment s'exprimer à la télé, donner un message court. Vous qui êtes dans la radio, vous êtes bien placé pour le savoir, de pouvoir donner un message court, condensé, clair et vif. Et puis parce que aussi, vous vous attaquez à des mastodontes. Quand vous vous attaquez à Veolia, à Suez, vous vous attaquez à des cabinets de juristes où il y a 20 juristes, où il y a des réseaux politiques, journalistiques, médiatiques derrière. Donc effectivement, si vous voulez avoir une influence et que cette vigilance citoyenne de tous ces lanceurs d'alerte que nous sommes devenus petit à petit, vous êtes obligé de venir effectivement, c'est du travail à plein temps. Enfin, moi je les ai suivis pendant les journées, c'est des journées où souvent les gens travaillent, le soir c'est des réunions jusqu'à 10h, le week-end, le samedi matin sur les marchés, partout. Ça demande un investissement absolu. Ouais. On a le sentiment très net, François Gueux, quand on regarde votre film, La vague citoyenne, que c'est David contre Goliath et que la bataille est peut-être perdue d'avance. Néanmoins, malgré cette différence de moyens, aussi bien sur le plan juridique que financier que communicationnel, finalement, on s'aperçoit qu'avec une réflexion, avec une formation, avec une stratégie, eh bien, ces activistes, et d'ailleurs, on le voit très bien dans votre film là aussi, les caméras les accompagnent en permanence, les journalistes sont là en permanence. Ils se servent des médias, peut-être parce que aussi ils ont un discours que l'on sent bien porté par une certaine préoccupation citoyenne et de justesse. Comment analysez-vous, François Gueux, cette progression, cette évolution? D'où vient cette professionnalisation de la résistance? Je crois que le militant, il est comme tout le monde, il s'adapte à son époque. L'époque est médiatique, donc il va sur le terrain médiatique. C'est relativement récent quand même comme évolution. C'est récent, mais la multiplication des médias, et puis aujourd'hui, il y a quand même les réseaux sociaux qui sont quand même d'une grande puissance. Mais est-ce que c'est aussi une question de génération? Bien sûr, effectivement, les anciens militants ont plus de mal à aller vers les réseaux sociaux, vers les technologies plus modernes.
Mais après, ce qui est percutant chez eux, c'est que, et moi, ce qui m'a étonné, c'est leur niveau d'expertise. Il y a une expertise citoyenne qui est capable aujourd'hui de faire face à des professionnels, à des juristes, parce qu'il y a aussi dans la société civile des juristes qui sont à la retraite, qui vont aller éplucher les contrats mot à mot, et qui est vraiment d'un très très haut niveau aujourd'hui, quoi. Et puis vous avez un autre témoin dans votre film assez surprenant. Il s'agit de Xavier Renoux, qui est un ancien militant Greenpeace, qui a créé en 2006 le collectif des désobéissants et qui aujourd'hui fait pratiquement profession de la formation à la désobéissance civile. Oui, bien sûr, ouais. Mais la désobéissance civile, Malcolm X, Gandhi, tous ces grands mouvements ont fait preuve de désobéissance où, à un moment donné, un être humain dit non, cette loi ne respecte pas mes valeurs, je ne peux pas l'accepter. Il est hors de question que j'aille dans ce sens-là. Est-ce que les témoins de votre film, certains d'ailleurs le sont, François Guieux, certains sont des élus, on les voit intervenir dans votre film, La Vague citoyenne, est-ce que tous ces activistes n'ont pas à un moment donné ne sont pas forcément tentés de précisément prendre le pouvoir, puisque être dans l'opposition c'est bien, mais à quoi ça sert de finalement adopter des lois si c'est pour les contrecarrer systématiquement? Est-ce que ce n'est pas finalement une véritable crise de la démocratie que pose votre film? Et c'est peut-être pas un hasard si c'est lié et si ça touche à l'eau. L'eau, et d'ailleurs en Italie on dit on écrit eau et ça se lit démocratie, donc ça veut tout dire, c'est vraiment emblématique de la démocratie. L'eau, ça se partage, et Emmanuel Polan le dit très bien dans le film, une société qui ne partage pas l'eau n'est pas une société démocratique. Mais ce qui était intéressant aujourd'hui, et les prochaines élections locales et nationales vont être très intéressantes à ce niveau-là. Beaucoup de mairies, dans beaucoup d'élections locales, il y a des listes citoyennes, des citoyens justement, qui pensent que les partis politiques ne répondent plus à leurs attentes et qu'ils vont eux-mêmes s'investir dans le débat politique et gérer la cité. La petite pierre dans le rouage, ça a toujours existé. Ce qui est contemporain, c'est du coup qu'on s'adapte au contexte actuel. Et donc, il y a, par exemple, l'utilisation des médias. Donc, le fait d'entrer dans la stratégie médiatique, de faire comme eux, ils ont besoin, en gros, pour faire passer notre message. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. C'était un autre extrait de votre film documentaire La Vague citoyenne, François Guieux. La question, bien sûr, de l'opposition citoyenne, quelle que soit sa légitimité, quelle que soit sa justesse, en même temps, on a très envie de connaître des solutions alternatives. Alors justement, là, il y a eu un événement qui s'est passé en France, à Marseille, en 2012, qui était le Forum alternatif mondial de l'eau, qui avait lieu justement pendant le forum officiel des multinationales de l'eau. Et c'était assez marrant parce que pendant que j'y étais, il y avait des personnes qui faisaient la navette entre les deux et me disaient mais c'est ici qu'il faut venir, c'est ici qu'il y a des solutions, c'est ici où il y a de la réflexion, c'est ici qu'il y a des idées. Et la société civile génère énormément, par ses compétences, par son imaginaire, une énergie et des solutions alternatives viables. Parce qu'il faut quand même aussi que ça soit pérenne dans le temps. Et des solutions alternatives existent pour le traitement de l'eau, aussi pour protéger la ressource, les captages. C'est ce que fait la mairie de Paris depuis qu'ils sont passés en régie publique. Ils ont imposé aux agriculteurs une activité plus tournée vers le bio pour protéger les nappes phréatiques. Donc des alternatives, il y en a plein, et le discours des multinationales qui consiste à dire aux citoyens cette question de l'eau est beaucoup trop complexe, vous ne pouvez pas comprendre, ne vous en occupez pas, laissez-nous faire, est absolument
Enfin, moi, je ne peux pas l'entendre. 2 secondes, c'est impossible. Est-ce que vous avez vous-même, François Guieux, subi, je ne sais pas, des pressions, des interventions j'imagine que votre film, qui bien sûr dénonce ces pratiques des multinationales de l'eau, qui, rappelons-le, sont essentiellement françaises, est-ce que vous-même, vous avez subi des pressions extérieures, plus ou moins directes ou indirectement ? Véritablement non, parce qu'en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que je travaille pratiquement pendant ces 4 ans, j'ai travaillé avec ma petite caméra, j'ai un micro sur ma caméra, donc je suis tout seul, je suis perdu dans la foule, on ne me repère pas beaucoup, mais malgré ma taille. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'aucune multinationale, aucun responsable du CEDIF n'a voulu être... CEDIF, le syndicat des eaux d'Île-de-France, répondre à mes questions. Oui, c'était aussi une façon de ne pas y participer. Comment se finance un tel film ? Comment se distribue un tel film ? Et comment on démarre un tel projet sur 6 ans ? Comment on fait ? Moi, la question de l'eau m'a toujours préoccupé, et notamment parce que j'avais lu dans Courrier International cette interdiction de ramasser l'eau de pluie, et puis parce que c'est une question qui m'a toujours préoccupé, et en fait ça s'est fait assez naturellement. J'ai rencontré un peu par hasard Stefania Molinari. Au bout de 10 minutes de discussion, on s'est dit oui, il faut faire un film ensemble. Moi, j'avais mon propre matériel, je pouvais me débrouiller, comme c'était tourné en région parisienne, en travaillant d'un côté et en allant filmer le soir ou le week-end ou les journées de libre. Et puis en fait, le film s'est fait petit à petit. J'ai rencontré de plus en plus de militants. J'ai appris grâce à eux, mais aussi à travers d'autres lectures. Et puis moi, je tiens à dire que je ne suis pas militant, hein. Je porte un regard et je porte la parole des militants, mais je ne suis pas militant. Engagé certes et concerné comme tout le monde, mais et le film, je voulais pas faire un film justement à sens unique avec une seule voix qui encense les militants. Il y a aussi des petites critiques sur le mouvement militant. Le film commence par une interview qui remet justement en question le monde militant, qui des fois aussi a besoin d'être un petit peu dépoussiéré par certaines pratiques. C'est sûr qu'une heure de débat, d'écouter pendant 1 heure un débat, je ne sais pas si c'est très productif à la finale. Aujourd'hui, ce film existe. Comment est-il distribué, François Guieux ? Est-ce qu'on peut le voir à la télé? C'est un travail considérable, c'est un travail de sensibilisation. Vous êtes quelque part, vous aussi, alors même si vous n'êtes pas un militant engagé, vous êtes à ce moment-là le porte-parole des lanceurs d'alerte. Où peut-on voir ce film et participez-vous régulièrement, comme ici à Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle, à des soirées débats? C'est marrant parce que maintenant la boucle est bouclée, parce que finalement en fait aujourd'hui essentiellement le film passe dans les salles de cinéma grâce à des militants, des collectifs qui s'emparent du film et qui vont le diffuser dans leur ville. Et puis la question du retour en régie ou pas, parce que les contrats de 12 ans se terminent toujours un jour ou l'autre, donc la question du retour en régie ou pas se pose. Et on espère, on aimerait bien qu'il soit acheté par une télévision, évidemment, pour que ce soit visible par un plus grand nombre. Et il y a un site, vaguecitoyenne.org, où vous avez un onglet spécialement pour organiser une projection avec des conseils, on redonnera l'adresse à fin d'entretien, François Guieux. Un jour je t'aimerai moins, jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour je parlerai moins, jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Un jour je courirai moins,
C'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Résident de la République, des atomes fais ce que tu veux. Un jour je te parlerai moins. Peut-être le jour où tu ne me parleras plus. Un jour je voguerai moins. Peut-être le jour où la terre s'entr'ouvrira. Hier on se regardait à peine. C'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Résident de la République, chérie des atomes, fais ce que tu veux. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Le regretté Alain Bachung, décédé en 2009 à l'âge de 62 ans. Pourquoi, François Gueux, le choix de ce titre Résident de la République, paroles et musique de Gaëtan Roussel, tiré de l'album Bleu Pétrole, 12e et dernier album d'Alain Bachung, sorti en 2008? Je pense que c'est bien adapté à la thématique. Et que nous, effectivement, nous sommes pas seulement des électeurs ni des contribuables, nous sommes des citoyens, donc responsables. Nous sommes responsables de la vie en communauté, le vivre ensemble, et que c'est pas des experts, c'est pas des hommes politiques qui doivent nous dicter comment on doit vivre ensemble, et qu'on est tous responsable, intelligent et assez grand. Moi, je me sens assez adulte et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui ont envie de vivre, que le vivre ensemble se passe bien. Vous avez commencé ce film, François Gueux, en le disant en début d'entretien, il y a 6 ans. Est-ce que ce film aurait pu sortir il y a 6 ou peut-être 10 ans dans le contexte de l'époque, ou en tout cas avoir une certaine audience, même si on pourrait lui souhaiter d'être, et on lui souhaite bien sûr d'être davantage regardé et surtout conscientisé? Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, contrairement à ce qu'on nous fait croire, le citoyen ne s'en désintéresse pas de la politique. Effectivement, en France, il y a un désintérêt des hommes politiques, mais la question politique, et au contraire, je crois, n'a jamais été aussi actuelle. Et puis, c'est pas pour rien que, d'ailleurs, beaucoup de partis politiques parlent de participation citoyenne. Effectivement, oui, on a tous envie d'être écoutés, au moins écoutés, et que les choses changent dans le bon sens, dans l'intérêt général, puisque l'intérêt général, c'est aussi mon intérêt à moi. Défendre l'intérêt général, c'est défendre son propre intérêt. Et je crois qu'effectivement, le citoyen aujourd'hui devient de plus en plus actif et envie de bouger et de faire bouger les choses. Quel est votre parcours, François Gueux ? Moi, j'ai toujours suivi un enseignement dans le cinéma, la vidéo. J'ai toujours été fasciné par le cinéma, puis après par le documentaire. Parce que je trouve que justement c'est intéressant d'avoir cette possibilité
Je trouve que c'est absolument génial d'être un passeur de parole, un porteur de parole. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça fait un peu écho au film, parce que dans le film, les militants sont des ont inventé, avec la méthode, à travers la méthode Alinsky, être porteur de parole, donc réinventer le rôle du militant qui n'est pas là pour vous assommer de son discours, mais récolter la parole du passant et après travailler ensemble et donner les informations nécessaires, mais dans un souci d'échange et pas dans un monologue. Vous disiez tout à l'heure, François Guieux, ne pas être militant vous-même. En même temps, après 6 années de tournage, alors j'imagine que ce n'est pas en permanence, bien sûr, vous l'avez précisé. Néanmoins, à la confrontation de cette problématique, vous avez probablement vous-même appris énormément de choses sur la thématique de l'eau et ce détournement au profit de grandes multinationales. Est-ce que ça ne donne pas aussi, d'une part, envie d'être militant ? Et d'autre part, est-ce que vous vous sentez capable aujourd'hui de faire un autre type de film, peut-être plus léger, peut-être plus poétique, que finalement, quand on a commencé à être justement comme vous l'êtes, ce porte-parole de la voix citoyenne, est-ce que ça ne devient pas presque un sacerdoce ? Je ne sais pas si j'en ai l'habit, mais... mais en tout cas, ce que je sais, c'est que même pendant toute cette phase de dérochage qu'il y a avant le montage, il y a quelque chose qui m'a marqué quand même chez ces militants, c'est qu'ils étaient tous joyeux, beaux et en harmonie avec eux-mêmes, en harmonie avec leur environnement. Beaucoup d'humour, c'est vrai, dans le film, notamment Stefania Molinari, qui est assez remarquable, qui en quittant une manifestation où elle a quand même plus ou moins été malmenée, dit au CRS salut les gars, quand même. Ouais, oui. Ah oui, il y a toujours beaucoup d'humour et beaucoup d'humanité chez ces militants. Mais en même temps, on ne peut pas défendre l'humanisme et sans être humain. Et à un moment, il faut être cohérent. Et il y a énormément de cohérence chez ces militants, notamment pendant les réunions. On lève la main, on vous laisse parler et personne ne vous coupe et c'est géré démocratiquement et c'est très intéressant. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Et c'est au nom de la Terre, voyez-vous, que j'ai travaillé toute ma vie active et que je travaille encore, que je vous invite à parcourir le chemin de vie professionnel qui, de l'exploitation agricole productiviste, en passant par une autre agriculture sans intrants chimiques, que je me retrouve aujourd'hui, voyez-vous, avec toute une équipe à faire revivre en terre les anciennes semences de blé sorties des frigos de nos conservatoires. Il faut savoir que quand même c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle, ça, de savoir que nous avons des conservatoires et que les anciennes variétés sont conservées au frigo, mais elles sont là. Cette archive sonore, François Guieux, pour illustrer finalement votre coup de cœur pour parler des réussites militantes. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même, depuis quelques semaines, là, depuis la rentrée, là, des bonnes nouvelles sur les semences anciennes où tout le monde était inquiet parce qu'on voulait nous interdire une pratique qui s'est répétée de génération en génération. Depuis à peu près 10 000 ans. Ouais, à peu près 10 000 ans. L'INRA qui a reconnu que l'Institut national de la recherche agronomique. Voilà, qui a reconnu que la permaculture finalement c'était intelligent et que c'était viable et la productivité était au rendez-vous. Et donc tous ces mouvements initiés par le collectif fonctionnent. Donc le contre-pouvoir citoyen est efficace parce que ce que je dois dire aussi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai fait ce film, c'est qu'à un moment, j'arrêtais pas d'entendre, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut rien faire. Et je pense qu'effectivement, comme disait Audiard, un intellectuel assis va toujours moins loin qu'une botte qui marche. Donc, en n'agissant pas, il se passera jamais rien. François Guieux, lorsqu'on est comme vous réalisateur
d'un documentaire comme La Vague citoyenne, est-ce qu'en même temps on se dit, est-ce que c'est la masse qu'il faut entraîner? Est-ce qu'il faut que l'ensemble de nos concitoyens soient conscients des problématiques de l'eau, des problématiques des semences, par exemple aussi des néonicotinoïdes tueurs d'abeilles, ou est-ce que finalement c'est une petite frange de la population éclairée qui va peut-être changer le monde? La stratégie est toujours la même, hein. C'est un petit nombre, effectivement, qui va essayer de se joindre à un plus grand nombre pour avoir encore plus de pression. Et c'est d'où la coordination eau qui coordonne plusieurs associations pour avoir encore plus de voix et de pouvoir se faire entendre. Donc effectivement, et s'il y a des réussites, c'est parce qu'il y a plus en plus de gens qui pour les semences disent non, c'est pas possible, on veut pas de ces lois. Merci François Gueux pour cet entretien. Je vous en prie, merci à vous. Je rappelle que vous êtes l'auteur et le réalisateur du film documentaire Vague citoyenne. On vous le souhaite présent sur tous les écrans de cinéma en France et de Navarre. En tout cas, pour vous connaître davantage, pour connaître votre film, pour connaître les salles dans lesquelles il est diffusé, et puis vous inviter aussi à des projections, débats, rendez-vous sur votre site vaguecitoyenne.org. Et vous vouliez rajouter quelque chose, François Gueux? Il y a aussi la page Facebook, Twitter, nous sommes bien présents sur les réseaux sociaux comme les militants, et venez voir nombreux le film, ça donne la pêche. Voilà, c'est dit. Pour réagir à cette émission, nous proposer des invités ou des sujets, écrivez-nous à contact@durablementvôtre.fr.